Alors les marchés pourraient afficher une réaction positive suite au changement qu'il y a eu au Venezuela. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va revenir sur la capture de Maduro et le signal fort que les Américains ont envoyé au monde entier, le signal que Trump a adressé à la Chine, à la Russie, à l'Iran, mais aussi, surtout, à l'économie mondiale. On reviendra également sur la possible réserve dissimulée de Maduro, réserve qui s'élèverait à 60 milliards de dollars en Bitcoin. On essaiera également de comprendre la réaction du Bitcoin depuis l'attaque des États-Unis, pourquoi les marchés pourrait ouvrir en hausse demain matin pour la première séance de 2026, tout cela malgré des tensions internationales qui continuent de s'accroître. Bref, un tour complet de la situation avant d'attaquer, donc comme je te le disais, la première semaine de l'année 2026 sur les marchés financiers. Et il y a beaucoup à dire, cette vidéo m'a demandé un certain travail. Je m'appelle Sylvain, tu es bien sûr Objectif Une, ici on parle de crypto, d'investissement, de géopolitique, et si ce type de contenu te plaît, fais-le moi savoir s'il te plaît en likant la vidéo, c'est hyper important pour l'algorithme, pour YouTube. Ça nous met en avant, ça nous remercie pour notre travail et moi je t'en remercie également. Pense aussi à t'abonner et activer la petite cloche en cliquant par ici. Donc la capture de Maduro et la prise de pouvoir des États-Unis au Venezuela ce samedi 3 janvier 2026 résonnent comme un signal fort envoyé à beaucoup d'autres pays. Une démonstration de force qui exerce indirectement une grosse pression sur l'Iran, sur la Colombie, sur le Mexique et particulièrement sur la Chine. Si l'on revient un petit peu sur le déroulement des opérations, à 10h30 du soir, on a eu l'arrivée d'une délégation chinoise au Venezuela, reçue par Maduro lui-même. À 1h15, on a les premières frappes américaines. À 4h20, Trump affirme que les forces spéciales ont capturé Maduro. À 7h25 précisément, Maduro est incarcéré à New York et son procès est prévu pour ce lundi. Alors entre les premières frappes et l'arrivée de Maduro sur le sol américain, il s'est déroulé seulement 6 heures. C'est clairement, très clairement, une démonstration de force, une frappe parfaitement chirurgicale. Et ce jour-là n'a pas été choisi au hasard, le jour où une délégation chinoise se rend au Venezuela. Alors il se dit que Maduro, de son côté, était déjà au courant et qu'il aurait négocié certaines choses. Trump a dit, lui, qu'il avait suivi l'opération un petit peu comme une émission de télé en direct devant un grand écran. Les forces spéciales auraient même en amont reconstitué la maison de Maduro. Bref, un travail de haute précision qui montre la puissance des États-Unis, qui place les États-Unis finalement au-dessus de tout le monde. En gros, qui affirme vraiment les États-Unis comme étant aujourd'hui les maîtres du monde. Et puis il faut bien comprendre aussi que cette opération-là est dans les tiroirs depuis maintenant très longtemps. En tout cas, c'est ce qu'on comprend. Il paraîtrait même que certains journaux, comme Wall Street Journal, auraient eu l'information quelques heures avant l'opération elle-même et il leur a été demandé de ne pas divulguer cette information-là pour ne pas mettre en péril donc la réussite de l'opération et également ne pas mettre en danger les militaires qui se trouvaient sur place pendant cette opération-là. Alors les États-Unis essayent de se placer au-dessus de tout le monde et a priori ça fonctionne, sauf peut-être pour les Chinois, entre autres, qui ont condamné les actions américaines et qui ont entrepris des manœuvres militaires d'intimidation du côté de Taïwan. La Corée du Nord a même lancé de son côté 2 missiles qui se sont crashés dans les eaux territoriales japonaises. On sent donc une escalade des tensions au niveau mondial. Mais ça, on s'y attendait un peu. Cependant, les marchés financiers pourraient très bien réagir dès ce lundi pour cette première ouverture 2026 qui promet d'être dans tous les cas particulièrement intéressante. Le discours de Trump après l'attaque a ajouté une couche à propos de America First et America Great Again. Il faut retrouver toute la puissance de l'Amérique et tout ça, ça passe par le pétrodollar. Aujourd'hui, le Venezuela, c'est 300 milliards de barils de réserves de pétrole brut, les plus importantes au monde. C'est aussi 4 milliards de tonnes de réserves de minerais de fer d'une valeur de près de 600 milliards de dollars. Plus de 8000 tonnes de ressources aurifères, les plus importantes d'Amérique latine, et d'autres ressources plus communes comme 6% des réserves d'eau de la planète tout de même, 500 millions de tonnes de charbon et potentiellement 60 milliards de dollars en Bitcoin. J'y reviendrai en toute fin de vidéo. Donc 300 milliards de barils pour le Venezuela, c'est devant l'Arabie Saoudite et 267 milliards, l'Iran est 200 milliards et l'Irak avec 145 milliards. Au passage, Trump a aussi mis la pression sur l'Iran, signifiant qu'il soutenait les manifestants anti-régime et qu'il n'hésiterait pas à intervenir si le gouvernement engageait donc une action contre les opposants. Trump a aussi mis la pression dans son discours sur le Mexique, signifiant que ce pays était aussi aux mains de narcotrafiquants. Il a également mis en garde Gustavo Petro, le président colombien, en disant que ça peut arriver à d'autres personnes que Maduro.
Alors très clairement, il met une grosse pression à l'international, surfant sur la réussite de son opération au Venezuela. Il a dit qu'il n'était pas ravi de Poutine parce qu'il tuait trop de gens. Il a également dit qu'à propos de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, si les États-Unis avaient été engagés là-bas, avaient été impliqués là-bas, eh bien, cette guerre-là n'aurait pas duré aussi longtemps. Donc en gros, il remet les points sur les i, il affirme la puissance américaine. Au final, tout ça, c'est une grosse opération intimidation. Dans le même discours, il a dit qu'il ne fermerait pas le pétrole aux autres pays, sous-entendu la Chine, mais que les entreprises américaines allaient reprendre le contrôle du pétrole vénézuélien. Alors on en revient toujours aux mêmes choses. En 2018, le Venezuela a demandé à rejoindre les BRICS. Ils ont commencé à accepter les yuan, les euros, les roubles, tout en fait finalement, sauf le dollar pour le pétrole. Et pour information, le pétrodollar assure la stabilité des États-Unis depuis 1974 et l'accord conclu entre Henry Kissinger et l'Arabie Saoudite, qui signifiait à l'époque que tout le pétrole vendu devait être tarifié en dollars. Et en échange de ça, l'Amérique assure une certaine protection militaire. Au final, les pays ont donc besoin de pétrole, donc de dollars, et ça permet aux États-Unis de continuer à imprimer de l'argent à volonté et d'assurer une certaine croissance économique. En 2000, Saddam Hussein tente de quitter le régime pétrodollar. En 2003, l'invasion de l'Irak. En 2009, Kadhafi propose une nouvelle monnaie adossée à l'or. On appelle ça le dinar or. En 2011, l'OTAN bombarde la Libye, Kadhafi est tué. Fin de l'histoire du dinar or. Là aussi, retour au dollar. Donc à travers cette attaque au Venezuela, Trump envoie un message à tous les pays qui tentent de sortir du dollar, tentent de sortir du pétrodollar. Alors maintenant, la question est de savoir comment ça peut se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Parce que les discours de Trump sont puissants, mais est-ce qu'ils vont suffire à maintenir une nouvelle stabilité? Et puis quelles peuvent être les conséquences à moyen terme? Parce qu'au final, eh bien, les États-Unis deviennent propriétaire de plus de 50% des ressources pétrolifères de la planète. Alors suite à la prise du président Nicolás Maduro, le commandement du pays sud-américain est donc tombé entre les mains de la vice-présidente exécutive Delcy Rodríguez. C'est ce que stipule la constitution vénézuélienne dans ses différents scénarios qui prévoient l'absence du président. De son côté, Trump a affirmé que Delcy Rodríguez ferait ce qu'il faut. Donc là, on va avoir une phase de transition entre l'ancien régime, le gouvernement provisoire, la tutelle des États-Unis. Tout ça promet de prochaines semaines vraiment très intéressantes et particulièrement déterminantes. Trump veut redonner la propriété du pétrole aux entreprises américaines. Pour la petite histoire, certaines entreprises américaines étaient déjà sur le sol vénézuélien, mais suite à une vague de nationalisation sous le régime Maduro et avant sous le régime d'Hugo Chavez, donc ces entreprises-là ont été nationalisées. Et aujourd'hui, eh bien, Trump veut réimplanter les États-Unis au sein du Venezuela. Alors si j'en reviens à l'histoire du Venezuela, l'histoire récente du Venezuela, Hugo Chavez puis Nicolás Maduro ont mis en place ce que l'on peut appeler une dictature absolument effroyable. Et aujourd'hui, certains se demandent où sont passés les milliards de dollars du pétrole qui ont été extraits ces dernières années. Alors si j'en reviens à cette phase de transition, tant que Delcy Rodríguez ira dans le sens de Trump, tout se passera bien. Autre scénario possible, le régime vient finalement à s'effondrer totalement et l'opposition prend alors le pouvoir. Le nouveau président le plus probable serait certainement Edmundo González Urrutia, le candidat présidentiel de l'opposition de 2024, actuellement en exil et qui est soutenu, lui, de son côté, par la lauréate du prix Nobel de la paix, María Corina Machado. Dernière possibilité, Vladimir Padrino López, chef des armées, qui pourrait s'emparer du pouvoir par la force. Il s'est déjà adressé à la nation, jurant de résister à toute intervention étrangère. Mais cette option-là semble déjà mise de côté, les Américains ayant clairement exprimé qu'ils ne partiraient pas tant que le pays n'aura pas retrouvé une certaine stabilité. Donc tout ça, cette situation nous promet quelques semaines, voire même quelques mois, peut-être même quelques années particulièrement agitées. Cependant, depuis l'attaque, eh bien, le Bitcoin a grimpé de 3000 $. Et cela pourrait offrir certaines opportunités à court terme sur l'ensemble des marchés financiers. Un vieil adage qui nous dit qu'on vend au son du clairon et qu'on achète au son du canon. Est-ce que cette fois-ci, ça va se vérifier? En tout cas, ça s'est toujours vérifié sur le long terme. Alors faisons le point rapidement, économiquement parlant. La première chose à laquelle on pense, ce sont les installations au Venezuela qui devront être reconstruites, les installations pétrolières, ce qui devrait profiter donc à certaines entreprises américaines. Peut-être qu'un petit billet sur les sociétés de raffinage ne semble pas être une mauvaise idée à ce stade-là. Et ceci
n'est pas un conseil financier, on s'attend à une ouverture en hausse demain sur toutes les actions qui ont un lien plus ou moins proche avec le pétrole. À moyen terme, cela pourrait libérer donc une quantité énorme de pétrole à des prix contrôlés par les États-Unis, ce qui est une bonne chose pour l'économie au-delà des pétrodollars dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est une nouvelle injection de liquidité quelque part. Et puis cette situation, comme on l'a compris, sert d'avertissement à l'Iran, à la Chine et à la Russie quant à la volonté de Trump d'arriver à son objectif. Comme je te le disais, rendre l'Amérique à nouveau grande. C'est son cheval de bataille depuis ces élections et pour l'instant, il ne déroge pas à la règle. Et c'est peut-être ici que va se situer la principale difficulté dans la lecture des marchés. On l'a déjà vu en 2025, avec les droits de douane par exemple qui ont fait la une des journaux et qui ont grandement influencé les marchés. Depuis Trump, les marchés doivent composer avec un risque médiatique bien plus important que sous les précédentes administrations américaines. Les communications ont une influence très particulière sur les marchés. Je te rappelle le crash du 10 octobre 2025 à la suite de la communication concernant Trump, les droits de douane et la Chine. Alors si on se place du côté positif de toute cette situation, les transitions post-autoritaires présentent souvent une période de chaos. Mais on sent ici un certain optimisme à la fin du régime vénézuélien et je pense que cela pourrait alimenter l'enthousiasme des investisseurs dès l'ouverture des marchés financiers demain. Et allez, pourquoi pas jusqu'à la possibilité d'un changement également en Irak, en Iran, mais ça c'est pour un petit peu plus tard. L'Iran, c'est un petit peu la même chose que le Venezuela. On a un régime totalitaire, on a une dictature, on a du pétrole. Et d'ailleurs, ils affirment leur volonté d'indépendance au dollar. La seule grosse différence qui présente une difficulté importante pour les États-Unis, c'est la présence d'armes nucléaires, la soi-disant présence d'armes nucléaires. Donc c'est un dossier épineux. Et comme je te le disais hier en vidéo, face à ce genre de pays, eh bien, il y a une impossibilité d'attaque frontale de la part des États-Unis. Impossibilité qui pourrait peut-être revue dans un deuxième temps. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, ça devrait calmer les ardeurs de l'Iran pour le moment. Alors tout cela pourrait profiter au marché financier, comme on vient de l'avoir, et pourquoi pas à Bitcoin. Alors on pense tout de suite à Bitcoin comme une réserve de valeur. Et ça pourrait être le cas là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Alors si on regarde Bitcoin, on est toujours coincé dans ce fameux range ici entre les 95 000 $ et les 80 000 $. On a quelque chose qui ressemble potentiellement à un retournement de tendance à court terme. On a ici des plus bas qui se font de moins en moins bas, donc de plus en plus haut, et des plus hauts qui ici se font ces derniers, et des plus hauts qui se sont faits en fin d'année 2025 de plus en plus haut. Alors il faudrait avoir la confirmation que l'on repasse au-dessus de cette zone-là pour avoir une véritable reprise haussière sur Bitcoin. Et ensuite, on serait très certainement soumis de nouveau à cette zone-ci qu'on a déjà identifiée entre les 100 000 $ et les 107 000 $, une nouvelle zone de résistance qui pourrait rejeter Bitcoin à moyen terme et nous envoyer dans ce que l'on pourrait appeler à ce moment-là le bear market. Mais pour l'instant, à court terme, je reste plutôt positif. Cependant, on n'est pas encore sorti par le haut et il faudra faire très attention à ce qu'on ne sorte pas par le bas en dessous des 80 000 $. Alors pourquoi la situation internationale pourrait profiter au Bitcoin? Comme je viens de te le dire, tout simplement parce qu'on aurait une injection de liquidité liée au pétrodollar. Mais ça, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas dans le court terme, c'est plutôt sur le moyen, sur le long terme. Et comme on sait maintenant que les marchés sont drivés de plus en plus par les institutionnels, certains devraient avoir à cœur de se placer dès maintenant. Donc une possible reprise des achats via les ETF sur Bitcoin. Et alors c'est pas contradictoire avec ce que je viens de te dire, on pourrait avoir donc une pression acheteuse dès ce début de semaine sur Bitcoin liée aux ETF parce que ces gens-là vont se placer pour le moyen, pour le long terme. Tu as bien compris que pour ma part, je reste très positif sur Bitcoin sur le long terme, 2026, 2027, 2030, etc., etc. Pour aujourd'hui, si je peux profiter d'un léger rebond, d'un rebond sur la zone des 100 000 $, je le ferai et c'est ce que je vais surveiller pour cette semaine. Attention, tout ceci n'est pas un conseil financier et la situation peut évoluer très vite. Un simple tweet, une simple communication de la part de Trump ou de la part du président chinois et le marché peut se retourner instantanément. J'aimerais que tu gardes cette idée-là en tête et que tu investisses avec prudence. J'espère que cette vidéo te plaît. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à te partager ce contenu-là. Avant d'attaquer la dernière partie, si tu as une seconde, je t'invite à t'abonner par ici si ce n'est pas encore fait. Like la vidéo, ça nous donne de la force et je t'en remercie. Il se pourrait donc que le Venezuela, Maduro, ait collecté, coffré plusieurs milliards de dollars en crypto. Le 17 septembre 2019, le département du Trésor américain publie un papier alarmant sur
un monsieur qui s'appelle Alex Saab. Dans les grandes lignes, il serait accusé de détournement de fonds publics. Il aurait récupéré l'argent du pétrole, l'argent des aides sociales, de l'immobilier, dissimulé ensuite cet argent dans plusieurs sociétés, notamment au Panama ou encore en Colombie. Aujourd'hui, Alex Saab est ministre de l'Industrie et de la Production nationale du Venezuela. Il est donc très bien placé pour faire ce genre de magouille. Son nom apparaît dans les Panama Papers ou encore les Pandora Papers. Quelque part, il n'y a pas de fumée sans feu. Il a été extradé aux États-Unis le 16 octobre 2021, accusé d'avoir transféré 350 millions de dollars du Venezuela sur des comptes contrôlés et il a écopé de 20 ans de prison. Sauf que finalement, en décembre 2023, Saab a été libéré pour être renvoyé au Venezuela, ceci en échange de 10 prisonniers américains. Au passage, est-ce qu'il a été détourné ou pas? En tout cas, il est de notoriété publique et qu'il a été informateur ou qu'il est encore informateur pour la DEA, le département de lutte antidrogue aux États-Unis. Tiens donc, tu vois que finalement, eh bien, les données se recoupent. Pendant des années, Maduro et son cercle restreint ont systématiquement pillé le Venezuela. Ça, tout le monde le sait. Des milliards de dollars de revenus pétroliers, de réserves d'or ou encore d'actifs de l'État qui ont disparu. Et selon certaines sources qui commencent à pointer le bout de leur nez, eh bien, une grande partie aurait été convertie en crypto. Ces sources-là décrivent également un effort systématique pour convertir ces ventes d'or en crypto de manière plutôt dissimulée, par des intermédiaires turcs et émiratis, puis ensuite déplacer ces fameux actifs par le biais de mixeurs et les mettre sur des cold wallets hors de visibilité, hors de traçabilité blockchain. Les accès à ces wallets seraient entre les mains aujourd'hui d'un cercle restreint de proches de Maduro, cercle qui serait sous l'autorité de Alex Saab. On retrouve finalement les mêmes intervenants entre le pétrole, les tractations politiques et maintenant la crypto. Pour rappel, Trump a fait voter la mise en place d'une réserve stratégique américaine de crypto, notamment en Bitcoin en début d'année 2025, réserve qui est censée être alimentée uniquement par les saisies qui peuvent être faites sur différentes affaires. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des informations intéressantes. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Appuie sur ce bouton like pour donner de la force à la vidéo, s'il te plaît. Je t'en remercie. Je te donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo, peut-être demain. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!